La première, podcast. La première, 11h midi le samedi, bientôt à table. avec Sophie Moons. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver fidèles au poste, au programme de cette nouvelle édition de Bientôt à table, du bon, du très très bon, de la gourmandise, de l'épicurisme, du réconfort, du plaisir. Bref, tous au poste jusqu'à midi. Bonjour Carlo. Bonjour Sophie, Au programme. comme vous résumez bien. C'est dingue, hein. Ouais. On s'est dit que désormais, toutes les semaines, le samedi de 11h midi, on arrête. Le monde s'arrête et on se branche et on se fait du bien au moral. Et le On monde en a bien s'arrêtait besoin. depuis longtemps Voilà, quand ouais. on vous écoute. Au programme ce matin, Carlo, un voyage sur les terres nippones à la découverte d'une viande d'exception dont on parle de plus en plus chez les gastronomes, le bœuf de Kobe. Alors à quoi avons-nous affaire? Quelle différence avec le célèbre bœuf Wagyu? Quelles origines? Nous vous disons tout ce matin avec une belle brochette de spécialistes. Honneur au chef du jour, Gary Kirchens, bonjour. Bonjour Sophie. De la Villa Lorraine. Exactement. Alors ce matin, vous allez nous cuisiner le fameux bœuf de Kobe. Vous en présentez désormais sur votre carte gastronomique. Une viande absolument exceptionnelle. Pas banale non plus, hein, très très persillée. On en parlera, vous nous ferez découvrir tout ça avec évidemment le plein de recettes. À vos côtés, Benjamin Dilly, bonjour. Bonjour Sophie. Alors vous êtes importateur de cette viande et pas que. Vous êtes vraiment spécialisé dans les viandes d'exception. L'établissement Le Sage en France est très très connu. Vous avez notamment des boucheries dans la région lilloise. Tout à fait. Voilà. Alors vous nous ferez découvrir cette viande qui aujourd'hui fait fureur sur les grandes tables et chez les amateurs de goût très particuliers. Vous nous ferez découvrir tout cela. À nos côtés, notre fromager affineur, maître Julien Hazard. Bonjour Julien. Bonjour Sophie. Aujourd'hui, focus sur les fromages à pâte persillée, autrement dit les fromages bleus. Voilà, on va parler de ça, du Stilton, du Roquefort, des bleus belges Voilà. et norvégiens peut-être. Il paraît qu'il y a un Norvégien qui a gagné le championnat du monde des fromages et on est dans les bleus là justement. Et on est dans les bleus, absolument. Bon, ben pourquoi pas, j'ai jamais goûté ça. Voilà les amis, vos questions, vos réactions et surtout votre bonne humeur sont évidemment les bienvenues. Jusqu'à midi, vous nous envoyez tout ça via le site lapremière.be et via notre page Facebook La Première, bientôt à table. Bientôt à table sur la première. Depuis quelques années, les grands amateurs de viande ne jurent plus que par le bœuf de Kobe, désormais sur les tables gastronomiques. C'est une viande qui offre des sensations, nous dit-on, uniques. Ce matin, on va tenter de vous faire découvrir cet univers carné avec nos invités, notamment Franck Ribière, que nous rejoignons depuis Liège, parce qu'il est parisien, mais il est à Liège en ce moment. Bonjour Franck Ribière. Bonjour. Alors, je le rappelle, vous êtes l'auteur de ce livre Steak Révolution, un tour du monde des plus belles bidoches, hein, on peut quand même le rappeler, c'était publié chez Flammarion. On vous doit aussi un livre, Steak Révolution. La petite question que j'ai envie de vous poser d'emblée, on parle beaucoup de bœuf de Kobe, de bœuf Wagyu. D'abord, c'est quoi la différence, Franck Ribière? Disons, le bœuf de Kobe, c'est une appellation... le Wagyu regroupe toutes les vaches d'origine japonaise. À l'intérieur du Wagyu, il y a différentes appellations qui sont souvent liées plutôt à l'endroit de fabrication plutôt que d'une pure race. Et le bœuf de Kobe est une des appellations de la vache Wagyu, et particulièrement d'une des races reconnues comme Wagyu, qui est la Japanese Black, qui est une des races les plus connues, qui a un mélange de génétique aussi anglaise autant que japonaise. Et c'est ça qu'on vend. Bœuf de Kobe veut dire, techniquement, c'est un label aussi. On peut être bœuf de Kobe sans avoir été élevé à Kobe. Il suffit pour ça simplement d'avoir les qualités de gras en quantité et en qualité qui vous permettent d'avoir cette appellation. C'est une petite fleur qu'on impose sur la carcasse et qui permettent après d'être validé Kobe et de pouvoir être vendu comme de la viande de Kobe. C'est assez complexe, hein, la façon de classifier. La classification japonaise est assez complexe. Alors, il faut quand même rappeler que, et là je m'adresse à Benjamin Dilly, qui est donc spécialiste, grand distributeur de ces viandes d'exception, dont le bœuf de Kobe. Jusqu'en 2012, le Japon interdisait l'exportation de ces viandes. Pour quelles raisons, Benjamin ? Oui, tout à fait. Donc l'exportation des viandes japonaises était interdite jusqu'en 2012, pour la bonne et simple raison qu'ils ont voulu garder leur patrimoine génétique et aussi de cette viande pour pouvoir lui donner justement ce côté extraordinaire, si privilégié. Et si on voulait manger un vrai bœuf japonais, donc le Japanese Black, donc dont Franck nous parle, il fallait aller sur place pour consommer le produit. Et ce qui a donné aussi beaucoup d'envieux à vouloir essayer de créer un produit identique
à travers le monde. Donc beaucoup d'agriculteurs ont essayé de développer un bœuf japonais à leur façon, donc dans différents terroirs, pour justement se rapprocher d'un produit qui gustativement identique. Aujourd'hui, la comparaison, elle n'est pas, on ne peut pas comparer un bœuf japonais avec un wagyu élevé en Australie, en Belgique, ou en Espagne, peu importe. C'est l'identité, c'est le produit, et ils ont une manière de faire, une génétique qui est tellement différente que le produit aujourd'hui reste très particulier et authentique et juste incomparable. Quand on préparait cette émission, Benjamin, vous me parliez, finalement, parler du bœuf wagyu, c'est comme parler du vin français. Dans le vin français, il y a différents cépages. C'est un petit peu ce qui se passe dans ce bœuf wagyu et bœuf de Kobe. Oui, voilà. Moi, je voulais juste remettre un petit peu d'explication concernant le wagyu. Aujourd'hui, wagyu, ça ne veut rien dire. C'est simplement la traduction de bœuf japonais. Wa qui veut dire japonais, gyu qui veut dire bœuf. Donc, de par justement on n'avait pas le produit en dehors du Japon jusqu'en 2012, tous les gens qui mangeaient un bœuf japonais qui était à la base d'origine Japon mais qui avait été croisé avec d'autres races partout dans le monde s'identifiaient avec le bœuf wagyu. Et donc on voyait du wagyu partout sur les cartes des restaurants européens à New York, à travers le monde. Ce wagyu aujourd'hui, c'est rien, ce n'est ni une marque, c'est juste la traduction de bœuf japonais. Ça veut dire quoi? Ce sont des races japonaises qu'on a importées, par exemple, en Australie ou en Espagne? Qu'est-ce qui justifie qu'on l'appelle wagyu? Le mode d'élevage? La race utilisée? Exactement. 4 races sont présentes au Japon, historiquement. Donc, on a 4 races qui sont le Japanese Polled, Japanese Shorthorn, Japanese Brown et Japanese Black. Uniquement le Japanese Black est exporté. 90% du cheptel, c'est Japanese Black, mais uniquement la viande qui part à l'export pour du Japon est de Japanese Black. Donc Franck nous parlait du Japanese Black. C'est la race donc historique et la plus représentée au Japon. Au niveau de... Donc ça, pourquoi j'aime comparer le bœuf japonais, donc wagyu, la traduction du bœuf japonais, au vin rouge français, c'est qu'on va pouvoir avoir des races qui vont être différentes dans le Japon, donc 4 races, dans des préfectures différentes. Oui, c'est ça. Donc pour s'appeler Kobe, on est sur la préfecture de Hyogo. Voilà, c'est ça. Donc Kobe est la capitale de cette préfecture. Exactement. Si le bœuf est élevé plus au sud de l'archipel nippon, il ne peut plus s'appeler Kobe, forcément. Non, pour être appelé Kobe, un bœuf doit être né, élevé, abattu dans c'est une espèce d'appellation d'origine protégée. Exactement. Voilà. Et aujourd'hui, on a un merlot qui va pouvoir venir d'une région et on aura donc un bœuf japonais, Japanese Black, qui va venir d'une préfecture. Hyogo, elle sera appelée Kobe si les caractéristiques de la viande correspondent aux attentes des critères. D'accord, je crois que là, pour le coup, on a plus ou moins mieux compris, parce que c'est vrai que moi, je vais souvent dans des restaurants, on me dit « oui, c'est du bœuf de Kobe », et là, je dis « non, ça peut pas être du bœuf de Kobe parce que jusqu'à quelques mois, on n'en avait même pas en Belgique. Donc c'était du wagyu, donc des bœufs élevés notamment. Enfin, moi, j'en ai goûté en espagnol. Franck Ribière. Tout ça s'inscrit dans une relation à la viande qui est totalement différente au Japon que nous, la relation que nous avons en Europe, je dirais continentale et en Europe britannique avec les races anglaises. C'est-à-dire le bœuf japonais, le bœuf, en tant que pays connu pour le poisson et autres, le bœuf n'est dans la cuisine japonaise qu'un condiment, qu'un accessoire de la cuisine. C'est-à-dire qu'on utilise le bœuf comme réhausseur de goût, principalement du riz, des légumes, d'un bouillon, d'une cuisine. Donc les besoins et la consommation japonaise de viande est très limitée en quantité, parce que là on parle de vaches japonaises, mais le cheptel de vaches japonaises est ridiculement faible au Japon. Le bœuf n'est pas une activité très importante au Japon. C'est véritablement, ils ont maintenu une légende un mythe autour de ce bœuf japonais, mais dans la réalité japonaise, peu de gens mangent de la viande, et s'ils en mangent, ils en mangent extrêmement peu en accompagnement d'un plat. C'est ça, d'ailleurs. Moi, je me souviens d'avoir goûté, d'être venu dans un très grand restaurant qui avait 1 étoile au Japon. Et le gars était furieux que je m'extasie sur la viande et je n'ai absolument pas parlé du riz. Qui était pour lui... Alors que son ambition était dans le riz. L'honneur de me servir un riz extraordinaire. Oui, et... Donc c'est vraiment une mentalité différente. Et leur manière...
Franck, leur manière de cuisiner, effectivement, est différente. Aujourd'hui, on a une culture européenne de vouloir manger du steak. La culture européenne veut qu'on mange du steak, de la ribeye, du contrefilet en steak. Aujourd'hui, la culture japonaise veut que donc, ce produit japonais, donc, on estime aujourd'hui à une portion correcte entre 80 et 120 grammes, étant donné que c'est très très riche. Et donc, on va aller plutôt le trancher finement pour faire un shabu-shabu, un akiniki, c'est ça. ou alors aller mettre des petits dés de viande qui seront juste croustillants en surface pour arriver au melting point du produit. Au point de fusion, oui, au point de fusion de la graisse. Exact, voilà. Carlo, un vrai expert. Peut-être on va laisser la parole à notre chef du jour, Gary Kirchens de la Villa Lorraine. Donc c'est une viande qui vient d'apparaître sur votre carte, parce que jusqu'avant on n'avait pas accès à cette viande de Kobe. Alors c'est vrai que de visu vous êtes venu avec, c'est ultra gras, elle n'est même pas rouge, elle est rosâtre, elle est blanche, très vénurée. Quand on est un chef et qu'on voit ça, on se dit oulala. Exactement. Mais là, on a un bœuf de Kobe qui est gras, mais qui est très persillé. Ouais. Et justement, ce gras, il fond en bouche. Et c'est un gras qui est très très bon à manger. Bon, alors vous savez ce qu'on va faire ? On va allumer la tech de cuisson. On va s'offrir un petit peu de musique. Dang, Mac Miller, moi j'adore, c'est la chanson que j'écoute en ce moment. Et puis après, vive la vie, vive la gourmandise. On losing you over complications. Gone too soon. Wait, we was just hanging. I can't seem to hold on to. Dang, the people that know me best, the key that I won't forget. Too soon, I can't keep on losing you. I can't keep on losing you. Mistakes do it take till you leave when I'm left with my hand and my face all red and the face looking at you like, wait, I know I ain't a saint if it ain't too late. Well, I can't keep on losing. I run away so fast, no my heart like gold, but it break like glass. No my get old and I act so young, baby you so cold, never had no son. You don't wanna grow up, you no fun. So when I get home, I'ma give you some, make it feel like when I hit that drum, you the ain't free, I don't get no. Yeah, it's complicated, got you frustrated. Trust me, baby, you way too drunk, you don't know what I'm saying. You can drive my car, don't drive me crazy. Complicated, got you frustrated. Every single night I keep you waiting. You say you don't care, that's what you're saying. We both know that's a move. Okay, we be fighting, we be reuniting. Kiss me, touch me, tease me, me excited. Got a devil who is who, trying to get through to you because I can't keep on losing you over complications. Gone too soon. Wait. Just hanging, I can't seem to hold on to. Dang, the people that know me best, the key that I won't forget. Too soon, I can't keep on losing you. Can't keep 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 losing you. Well, you can't go away, girl, I'ma need you. Play your game like they might take it to an Ivy League school. Won't get Hall of Fame from a minor league dude. I see the other people need food. Only got a little time and I ain't trying to spend it. Arguing about who ain't giving who attention. Starting up the engine, need to reboot. I see the other people need food. And I use every bone in my body. Keep on holding on to your trust. I know you don't want nothing to do with me, but just one more time, let's make love. One more time, it ain't much. Go more, let's be us. Summer soft sweetness. Call late drunk, you hang up. What a mess I made of. The sense I make none. It's complicated, keeping me up late. Can't concentrate, you're always on my brain. If you love me, why the come with pain? I just think that's some bull. Okay, I seem inviting. Trust me, she's a titan. This week she like him, next week they fighting. Need protection, all your dress is bulletproof. You safe with me, girl. I can't keep on losing you. Where the hell you going? Where you taking this trip to? Wait. Keep on losing you. Where the hell you going? Wait. Where the hell you going? I can't keep on losing you over complications. Gone too soon.
Il est 11h20, vous écoutez la première. Vous l'entendez, le pristouillement ? Ah, ça c'est beau quand même, Carlo. Du bœuf de Kobe, l'authentique, cuit par notre chef du jour, Gary Kirchens, de la Villa Lorraine. Pas mal de questions qui nous parviennent d'auditeurs qui rêveraient de goûter cette viande mythique, mais qui soulèvent quand même un tout petit bémol. Le prix, Benjamin Dilly. Oui. Ah oui, c'est quand même pas une viande accessible à tous les portefeuilles. Ou alors on demande une augmentation tout de suite. On va tout de suite appeler un chat à chat. Ouais. C'est à peu près... C'est presque aussi cher que du caviar, pas loin. On va demander à notre expert. On chiffre à combien, là ? Alors aujourd'hui, prix de vente pour le professionnel, souvent c'est des prix qui sont aux alentours de 250 jusqu'à 300, 360 € le kilo. Pour du contrefilet. Oui. Ouais. Et prix de vente conseillé donc pour le particulier dans des boutiques, qui est de l'ordre de entre 400 et 600 €. On en trouve notamment en région bruxelloise chez Rob, à la boucherie de chez Rob. Bruxelloise. Et donc là, vous nous confirmez que c'est à ce prix-là que c'est vendu à peu près ? Oui, je pense que Rob doit vendre ça aux alentours des 400 €. Ça veut dire 40 € pour un tout petit steak de 100 grammes. Voilà. Donc, en même temps, on n'a pas besoin de l'entrecôte de 400 grammes. Quoi. Ça se déguste vraiment en toute petite tranchette. Comme je vous expliquais tout à l'heure, on est là pour se faire plaisir avec ce type de produit. On assimile, c'est une viande, mais ça reste une viande très, très différente. Et donc avec 80 grammes par personne, on peut amplement manger un repas. Mais comme Franck et vous l'avez dit, Benjamin, il faut vraiment changer notre conception. C'est pas un steak, c'est une dégustation d'un produit d'exception. Le caviar, on le mange avec la cuillère en nacre. Eh bien ça, on va en manger un tout petit peu avec au bout de la fourchette, sans j'ai envie de dire, sans guillemets, le polluer avec d'autres choses pour en faire une expérience de dégustation momentanée qui sera un des éléments du repas qu'on va faire. Enfin bon, ça coûte quand même cher l'expérience très cher, mais et ça vient de loin. Parce que nous qui prenons, Sophie, le local toutes les semaines, là pour une fois, on fait une petite entorse. Mais figurez-vous, je vais vous expliquer, j'ai hésité avant de faire cette émission, je me suis dit, mais franchement, parler d'un produit aussi inaccessible pour le commun des consommateurs, faut quand même être audacieux. Et en même temps, c'est une viande qui fait partie d'une culture gastronomique et qui est présente dans ce petit landerneau des gastronomes, donc on peut pas passer outre. Mais voilà, ça fait partie aussi d'une culture, d'une connaissance, et donc c'est à ce titre-là aussi qu'on en parle. Nous, on va déguster, vous peut-être les amis. Mais ce que je voudrais faire, c'est que nous rejoignions Franck Ribière, notre spécialiste. Vous êtes donc l'auteur, je le rappelle, de ce livre Steak Révolution, un tour du monde des meilleurs bidoches. Votre credo à vous, c'est finalement réhabiliter des viandes d'une extrême qualité, mais en moins grande quantité, évidemment. Ça fait partie d'une véritable démarche. Vous êtes allé au Japon voir les élevages de bœuf de Kobe et pas que. Qu'est-ce qui justifie un tel prix, Franck Ribière ? Je dirais aujourd'hui, alors ça va peut-être un petit peu être la note négative de tout ça, je dirais qu'aujourd'hui plus rien ne justifie un tel prix, puisque aujourd'hui le problème de cette viande-là, c'est qu'elle est faite dans des conditions assez particulières. Faut bien dire qu'aujourd'hui ce sont des animaux qui sont élevés exclusivement aux céréales. Et en stabulation. Et en stabulation, ce qui n'est pas qu'on comprenne bien, normal. Je vous interromps, Franck Ribière, ce qui veut dire que les animaux sont enfermés. Oui. Ils ne voient pas les prairies, c'est impossible, puisque l'idée c'est de les engraisser. Oui et non, c'est pas l'enfermement qui dans ce cas-là est problématique, puisque les éleveurs font extrêmement bien leur travail et sont plutôt les entourent de toute, je dirais, un amour assez visible. On sent vraiment que les gens aiment leurs animaux. Le problème, c'est la nourriture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une forme de gentil gavage progressif, qui font que ces animaux deviennent monogastriques, c'est-à-dire qu'ils ne digèrent plus, ils ne ruminent plus, quasiment plus, pour passer directement les aliments directement de l'entrée à la sortie. Et au bout du compte, on le sait, puisque on rappelle à tout le monde que les vaches mangent de l'herbe, cette alimentation nuit à la santé de la vache. Et lui permet à la fois de grossir, de prendre énormément de gras, mais en même temps, on voit bien que c'est un traitement assez complexe. Et d'autant plus qu'on rajoute là-dessus que le Japon n'étant pas producteur de céréales, bien évidemment, ces céréales viennent des États-Unis ou des grands pays fabricants de céréales, et à ce titre, je mets quelquefois des nuances sur l'origine de ces céréales et le traitement OGM ou pas OGM, le traitement, je dirais pur des plantes, j'en suis pas très sûr. Donc dans l'absolu,
que ça reste un produit spécifique au Japon, de qualité, qui permette à certaines personnes d'en manger parce que c'est très bon et que ça effectivement ça permet de percevoir la viande avec une autre vision. Mais je suis assez déçu qu'aujourd'hui on puisse en trouver ailleurs, parce que ce qu'il ne faudrait pas, c'est que les Japonais soient tentés de développer leur exportation, et ça veut dire élever de plus en plus d'animaux dans des conditions assez complexes, et ça, je pense que c'est pas éthique, et il faut le dire. Donc ça, c'est pour le gros bémol concernant cette viande. Je voudrais quand même laisser la parole à Benjamin Dilly, qui importe donc ces viandes. Donc elles sont au compte-gouttes, elles arrivent chez nous au compte-gouttes. C'est quoi, une vingtaine d'animaux par mois, c'est ça, d'après ce que j'ai compris? Oui, nous le quota aujourd'hui européen est de 50 animaux. 50 animaux par mois. Par mois, oui, au niveau européen. Oui, oui, donc c'est très très peu. Alors, ce fameux bémol qu'a soulevé Franck Ribière, on peut pas le passer sous silence. Vous l'expliquez comment? On est obligé de les élever avec ces céréales pour produire ce gras. Sans ça, c'est impossible d'obtenir ces marbrures? Aujourd'hui, je pense que effectivement, l'histoire a fait que le produit est devenu aussi emblématique et reconnu par sa qualité en faisant ce type d'alimentation, qui reste quand même, je pense, raisonné. On est sur des agriculteurs, des micro-fermes. Oui. On parle de fermes en province de Kobe. Je parle uniquement parce qu'on est en train de manger du bœuf de Kobe. Et encore une fois, il y a des différences entre le bœuf de Kobe et le bœuf japonais. On est sur une émission où on mange du bœuf de Kobe, le vrai bœuf de Kobe. C'est ça. Et donc, une association d'agriculteurs qui sont tous adhérents, qui ont des chartes de qualité très très importantes, qui doivent s'engager auprès de l'association à pouvoir fournir le meilleur. C'est aussi surtout, l'animal est souvent aussi amené à être un ami, c'est un peu la famille si vous voulez. Il y a des fermes où on a 3 animaux. Il y a des fermes, la plus grosse ferme c'est 50 animaux. Donc, en bœuf de Kobe, je parle. Travail, attention, à l'origine, ça a toujours été une famille avait un animal pour l'aider au travail. Exactement. Donc, il était élevé de la même façon. Il mangeait du riz, il mangeait des céréales de riz, des pelures de riz, et donc, effectivement, il buvait de la bière. On leur donnait des restes de bière pour pouvoir les nourrir. Et effectivement, ça participait d'une légende au bon élevage. Oui. Et d'une légende aussi, parce que c'est vrai qu'on se dit oui, le bœuf massé au saké, c'est vrai ça ou pas, ou ça concourt d'une légende, mais complètement. Oui. Alors la musique, on leur fait écouter du Mozart. La musique, ça c'est vrai. Ouais. Le saké, il y a certainement des agriculteurs qui le font. Pourquoi on parle de massage? Aujourd'hui, les gens ont des chevaux. Et nettoient leurs chevaux, brossent leurs chevaux. Et aujourd'hui, il y a quelques agriculteurs là-bas, justement dans la région de Hyogo, qui massent encore. On a pu penser qu'ils massaient leur bétail, mais c'est surtout qu'ils les brossent, ils les entretiennent. Et donc il y a beaucoup de soins qui sont apportés. Le saké permettait de faire briller le poil parce que comme ils ne mangeaient que des céréales, les animaux perdaient un peu de vivacité de poil, de couleur de poil, et le saké avait cette capacité de redonner un petit coup de lustre à l'animal qui était plus joli quand il allait se promener ou quand il l'emmenait à la ville pour faire les démonstrations ou pour se promener. Alors Franck Ribière, vous êtes allé évidemment au Japon en compagnie d'Yves-Marie Le Bourdonnais, célèbre boucher parisien. Vous avez été déguster ces fameux bœufs japonais. Dans le top 3 des meilleurs steaks au monde figure le bœuf de Matsusaka. Qu'a-t-il de différent avec le bœuf de Kobe? Alors, différent du bœuf de Kobe, là on parle uniquement de génies, c'est-à-dire de vaches femelles qui sont tuées un petit peu avant 36 mois. Matsusaka a une génétique assez particulière. On peut pas dire que c'est une grande différence par rapport à Kobe au niveau de l'animal en tant que tel, mais effectivement j'ai trouvé que après avoir testé différentes viandes, celle-ci quand même avait une jutosité et un plaisir de mâche et d'explosion sensorielle dans la bouche qui était un petit peu au-dessus de Kobe, qui reste, même si ça reste une des rôles, c'est évident de la viande. Je dirais que à l'usage et avec plusieurs tests, on était d'accord avec Yves-Marie de dire non, Matsusaka est quand même un peu au-dessus. Sûrement parce que c'est des vaches et qu'effectivement elles ont une acidité un petit peu différente des bœufs et on trouvait qu'au bout du compte c'était plus intéressant gustativement. Voilà, mais là on est déjà, je dirais, on est entre Château Yquem, on est en train de voilà. On parle du sexe des anges. Voilà.
Ouais. Voilà. Mais enfin, on est quand même très très partagés et les auditeurs réagissent aussi beaucoup. À la fois, ils saluent cette viande légendaire, mais ils peuvent pas s'empêcher de dire oui, mais quand même, il y a un problème du niveau de cet élevage ou quand même le. Oui, mais moi je voudrais être un peu tempéré. Je vais parler autant en tant que fou d'alimentation durable que de fou de gastronomie. C'est que la plupart des bœufs qui sont élevés en Europe sont élevés aux céréales et pour finalement des résultats bien inférieurs en qualité et pour des quantités bien plus immenses que ce qu'on mange. Et ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que historiquement, dans l'histoire des hommes et de l'agriculture, on a toujours travaillé sur les animaux. On a chaponné, on a engraissé des canards, on a fait ce genre de choses. Alors, après, on peut, oui, je veux bien en goûter un petit peu. Carlo va goûter un petit morceau parce que la dégustation est assez exceptionnelle. Voilà, avec ça, c'est que on peut prendre position, on peut dire c'est bien ou c'est mal, c'est du travail de l'homme, c'est de la culture. Je pense que toutes ces cultures-là, il faut les accepter uniquement quand elles tombent dans l'excellence. Le gavage des canards, si c'est pour gaver des canards en Hongrie en leur donnant des coups de pied dans le derrière, c'est pas intéressant. Mais si c'est pour le faire avec respect, voilà. Oui. Non, je dis juste, voilà, c'est une légère prise de position, mais je pense que ça se justifie. Si ça doit se justifier, on va plutôt le dire comme ça. Si ça doit se justifier, ça peut se justifier dans un contexte de vraie culture et de recherche de vraie qualité. Et si ça reste dans ce cadre spécifique au Japon, comme cela, avec peu d'exportation pour les gens, c'est très bien. Voilà. Parce que la tendance, malheureusement, qu'on a vue, c'est que quand ça marche, souvent on veut en mettre trop, et à partir du moment où on en met trop, là, on crée des problèmes. Voilà. Oui, pas mal d'auditeurs qui nous disent être beaucoup plus choqués de la manière dont le bœuf industriel est traité. Voilà. C'est avant moi. Ça. Voilà. Non, mais énormément de réactions, mais voilà, ce qui prouve qu'on est quand même dans une vraie réflexion autour de la viande. Il faut l'avoir. Et on doit l'avoir, effectivement. Il vaut mieux manger de la vache de Kobe que de la Black Angus américaine. Faut le savoir. Oui, ou argentine, exactement. Voilà. On est bien d'accord. Voilà. Alors, on a dégusté, on a eu cette grande chance de goûter, mais alors, on fait souvent l'analogie au caviar. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. C'est un truc qui fond en bouche. C'est bon, oui, alors oui, je dois dire que j'ai rarement... on va pas bouder notre plaisir ici. On va dire, il est arrivé jusqu'à nous, il est très bon. Comment vous pourriez nous décrire ce bœuf de Kobe en bouche? Parce que c'est vraiment, j'ai rarement eu une telle impression alors, à la justement, ce bœuf de Kobe, on a vraiment la chance de le travailler depuis 3 mois à la Vilain. Oui. C'est un bœuf qui est extraordinaire. C'est une pièce de viande, ça fond en bouche, c'est tellement sensible. Petit goût noisette bon. Comme ça, quelque chose de très noisette, non? Exactement. Un vrai goût de noisette. Hein. Incroyable. Un vrai goût de noisette qui arrive en arrière-bouche. Et vous savez, j'ai cette onctuosité du caviar aussi en bouche. Qu'on a cette espèce de crémeux, en fait. Exactement. Le poisson en moins, quand même. Oui, le poisson en moins, mais on a ce côté très onctueux en bouche. Oui. Et voilà, ça n'a presque pas de mâche, ça fond tout seul en bouche, voilà. C'est extraordinaire. Extrêmement intéressante. Ça reste en bouche et on a vraiment l'impression, non pas d'avoir le goût en début de langue, mais vraiment d'avoir le goût à l'intérieur de vraiment. Et sans aucune rancitude, il n'y a rien de rance, jamais. On peut se rapprocher d'une expérience des très grands porcs ibériques parce que au fond finalement la composition en matière grasse, c'est-à-dire le profil lipidique de la bête qui a mangé des céréales est un profil qui se rapproche de certains porcs ibériques. Et effectivement, ça a ce côté-là, mais il n'y a jamais la petite pointe de rance qu'il pourrait éventuellement avoir parfois chez le porc ibérique. Exactement. Alors, Franck Ribière, votre actualité en ce moment, c'est quoi? Vous travaillez encore sur la bidoche? Oui, alors moi, deux choses. Je lance au mois de mai le premier camion d'abattage mobile. Oui, c'est bien ça. Donc vous allez à la ferme directement. Oui, ça, je me suis lancé là-dedans parce que je me suis dit que c'était vraiment la dernière chose à faire pour améliorer la qualité de la viande, c'est d'améliorer la qualité de fin de vie de ces animaux. Exactement. Et donc, on lance ce camion et on va commercialiser notre viande sous la marque Le Bœuf Éthique. Et j'ai fini le deuxième opus de Steak Révolution qui s'appelle Steak in France, qui sera là. Par contre, je suis uniquement resté en France et j'ai essayé de redéfinir notre historique, notre histoire, notre passé, notre terroir avec la viande et essayer de redéfinir, je dirais, les bases d'un nouvel élevage possible en France en revenant au bon sens paysan et en revenant à ce qu'on a toujours fait il y a longtemps et qu'on a arrêté de faire pour des raisons économiques, évidemment, stratégiques.
Le bon sens paysan et aussi des consommateurs aussi, parce qu'on est quand même un petit peu acteur de tout ce bazar carné. Carlo, vous vouliez réagir? Non, je vais juste signaler quand même aux auditeurs qui nous écoutent et qui voudraient goûter le bœuf de Kobe, qu'on le trouve bien entendu chez Gary Kirchen à la Villa. Gary qui vient de confirmer sa première étoile. Quand même. On va quand même saluer Serge Litvin, le big boss, parce qu'il est en train de créer un petit empire gastronomique. La Villa Lorraine, une étoile. Villa Émilie, une étoile. Villa in the Sky, une étoile. Deux. Villa in the Sky, 2 étoiles. Et puis il y a la brasserie Balthazar à Knock. À Knock, il y a le Classico à XL. Il va falloir qu'il s'arrête, il faut en laisser pour les autres. Avec 2 étoiles. Voilà, mais donc Gary a confirmé son étoile. Et on trouve également, on peut déguster du bœuf de Kobe également chez Colonel, qu'on a déjà reçu ici, avec le chef Benjamin Laborie, qui fait un très très bon travail, qui n'a pas été très fort reconnu par les guides, mais qui fait un très bon travail. Voilà, et qui va proposer, qui proposait déjà et qui va reproposer le bœuf de Kobe dans les jours qui viennent. Voilà. Donc c'est une façon de le déguster parmi d'autres viandes. Une expérience gustative à l'approche des fêtes. Si on veut se faire un petit extra, pourquoi pas. Ça se passe donc avec cette viande de Kobe qu'on déguste là avec un Sancerre, un vin de Loire. C'est frais, c'est léger parce qu'il faut pas exploser la bouche avec un vin barriqué. Exactement. Donc on a vraiment choisi un Sancerre rouge du domaine Vacheron. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est un vin qui est fruité. Donc ça apporte vraiment ce contraste parce que le bœuf il est très gras. Donc on l'associe avec un vin très frais, qui a pas mal d'acidité pour vraiment créer cette sensation de contraste. Dernière petite question, si on n'a pas accès au fameux bœuf de Kobe, qu'est-ce qui pourrait se rapprocher le plus si on va chez notre boucher aujourd'hui, Benjamin Dilly, quelque chose qui soit bien marbré aussi? Je voulais juste rebondir aussi sur Franco en disant que on pouvait également trouver chez Rob, le représenté pour Carlo, pardon. Il y a un peu Franco dans le... Non, mais parfois c'est Carlos. On pouvait trouver le bœuf de Kobe au détail, donc à la boucherie Rob également. Mais si on veut trouver une autre viande qui soit aussi bien persillée, qui ne soit pas du Kobe, mais on peut aller vers quel type de viande, Benjamin Dilly? Alors la viande qui se rapprochera le plus du bœuf de Kobe sera pour moi le Blackmore Wagyu, qui est aujourd'hui la Rolls-Royce du Wagyu, 100% race japonaise, australien, élevé par David et Beth Blackmore, que vous pourrez également trouver dans un des restaurants de Monsieur Litvin, donc la Villa in the Sky, qui travaille actuellement. Mais donc plutôt on reste sur le Wagyu. Donc, oui, bien entendu. Mais encore une fois, je n'aime pas comparer ces viandes parce que non, pour moi c'est pas comparable, mais on peut s'en approcher. On peut s'en approcher. L'avantage de Blackmore pourra avoir une possibilité de cuisiner à l'européenne le produit, c'est-à-dire en steak. On va mettre toutes les références évidemment sur le site lapremière.be. Vous pouvez en savoir un petit peu plus si vous voulez découvrir tout cela. À suivre, tout sur les fromages persillés, les bleus, Stilton, Gorgonzola, Roquefort, Fourme d'Albert, Maître Julien Hazard nous en dira plus juste après ceci. 11h midi. Bientôt à table sur la première. Avec Sophie Mouns. Il est 11h40. Les amis, soyez les bienvenus si vous venez de nous rejoindre. Nous parlons ce matin, nous avons parlé du bœuf de Kobe. Certains auditeurs nous envoient des messages disant oui, c'est du snobisme, j'ai goûté. Et là, ils viennent se rendre compte que c'était pas du bœuf de Kobe puisque l'émission a expliqué que c'était du bœuf Wagyu, pas forcément originaire du Japon, mais d'Australie ou d'Espagne. Donc voilà, il faut peut-être revoir le jugement et déguster le vrai et l'authentique bœuf de Kobe. Et petite salutation à Robert de Namur qui est un fidèle auditeur. Nous parlons fromage à présent avec Maître Julien Hazard, notre fromager qui nous rejoint chaque mois pour nous faire découvrir un bon fromage. Aujourd'hui, c'est une famille de fromages que nous allons faire découvrir, les fameux bleus. Il y a différents types de bleus, les forts, les doux. Et puis, ce que je voudrais savoir, c'est comment on obtient cette fameuse marbrure de bleu dans ces fromages, Julien? Voilà, donc les fromages à pâte persillée sont caractérisés par le développement de Penicillium roqueforti ou... C'est la bactérie. C'est la moisissure, le champignon, ou Penicillium glaucum. On les trouve... c'est pas joli ça, glaucum, comme ça, non? Ça fait un peu médicinal, non? Oui, mais pénicilline. Oui, c'est ça. Voilà, c'est un antibiotique en fait. Voilà. C'est du médicament, allez, donne. Et on les trouve en lait de vache, brebis et chèvre. Donc vous allez trouver dans toutes les races d'animaux. Alors qu'est-ce qui se passe? Donc on travaille le lait, le caillé, et puis on va ensemencer? Non, on va d'abord ensemencer. Donc c'est ça la spécificité des bleus. On va partir des mêmes recettes que des fromages classiques. Par contre, on va au début de la coagulation, mais ça peut aussi être pendant ou même après au moulage, on va ensemencer le lait, le fromage avec le Penicillium. Penicillium glaucum ou roqueforti. Et ça dépend des producteurs et du type de fromage, car chaque Penicillium va donner une typicité de goût.
Donc ça, c'est la première spécificité des bleus ou des pâtes persillées. C'est cet ensemencement, parce que sinon, les moisissures ne seraient pas présentes dans le lait. D'accord. Donc ça se passe en début de production, ça. Voilà. D'accord. Ensuite, il y a l'opération d'affinage et de piquage. Ça veut dire quoi, ça, le piquage des fromages? Et bien voilà, ça c'est très important. En ce qui concerne les bleus, il faut que d'abord l'affinage soit dans des caves très ventilées. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir besoin d'oxygène. Pourquoi ? Parce que l'oxygène va faire vivre ces moisissures. D'accord. Donc c'est par exemple le cas du herbe aussi, par exemple, non ? Oui, mais ça c'est encore un peu différent parce que les moisissures viennent de l'extérieur. Ah d'accord, c'est ça. Ici, les moisissures sont à l'intérieur du fromage. D'accord. Et donc, que faut-il faire ? Le fromager a produit son fromage, a démoulé, a salé. Et puis après 2-3 semaines, et ça dépend aussi de chaque type et variété de fromage bleu, on va piquer le fromage avec des aiguilles. Ça peut être des grosses, des petites, pour faire des trous. Et c'est ces trous, c'est l'air qui va circuler et qui va faire développer en fait des moisissures dans le fromage. Donc si on n'a pas cet air ou ces cheminées qui sont dans le fromage, eh bien les moisissures ne vont pas se développer. D'accord, ça c'est l'opération. Quelle est la durée d'affinage de ces fromages bleus ? Ça varie d'un fromage à l'autre, Roquefort, Stilton ? Absolument. Le piquage, c'est toujours entre 1 semaine et 3 semaines et demie, pas plus longtemps. Par exemple, pour des Stilton, on va être sur 3 semaines et demie, ce qui fait qu'on va avoir plus de goût fromage, moins un goût puissant bleu. Et puis après, l'affinage, ça va à 3-4 mois environ. Alors Marc voudrait en savoir plus sur le célébrissime Roquefort. Existe-t-il des Roqueforts artisanaux et des industriels ? Quelle différence ? Ça, c'est très intéressant parce que c'est vrai que ceux qu'on trouve en supermarché, en quoi est-ce qu'ils sont différents d'un fromage de Roquefort que vous pourriez vendre Mais il faut savoir qu'il n'y a plus que 7 producteurs de Roquefort. Dont les industriels. Oui. D'accord. Donc société, quoi. Dont société, dont Papillon. Gros opérateurs. Voilà. Papillon. Il n'y a plus que 7 producteurs affineurs de Roquefort. Et donc il faut savoir, parce que le Roquefort c'est un peu spécial, premier AOP français, on est en 1925 déjà qu'ils ont eu l'AOC, c'est le premier fromage, uniquement produit entre janvier et juillet. D'accord. La période de traite des brebis de race Lacaune, important. Donc c'est un cahier des charges très précis. Très précis. La zone géographique de traite est assez large. D'accord. Donc, c'est la Rouergue, l'Oser, le Gard, le Hérault, le Tarn et l'Aude. Donc, c'est très, très large. D'accord. Par contre, la fabrication doit être sur une zone d'appellation... L'affinage. Ah, l'affinage, uniquement. Uniquement l'affinage. D'accord. Donc, la traite et la fabrication sont dans des productions, dans des fermes, dans des fromageries de toute la région, et après les fromages sont amenés au village de Roquefort. D'accord. Et le village de Roquefort est très connu pour ses caves d'affinage et en fait la montagne, parce que le village de Roquefort est adossé à une sorte de montagne, le Combalou. Et le fromage Roquefort ne peut être produit et affiné surtout, que dans ce Combalou. D'accord. Mais quelle est la différence entre fromage de Roquefort d'un industriel, on ne va pas le reciter, et un petit fromager affineur ? C'est quoi la différence ? Il y en a ou il n'y en a pas ? C'est le fait que souvent les fromages artisanaux vont avoir des producteurs bien spécifiques, fermiers souvent, donc ce vont être des producteurs... De lait d'une ferme. De lait d'une ferme. Par contre, les industriels... Société, Papillon, pour nommer les 2 plus grands, eux vont ramasser du lait, mais le plus loin possible, parce qu'il leur faut beaucoup, beaucoup de lait. Souvent, les plus petits, ce sont Karl et le Vieux Berger, Yves Combe, ce sont les 2 qui travaillent vraiment artisanalement. Eux travaillent avec vraiment des producteurs spécifiques. Ils ne vont pas aller à la recherche de lait. D'accord. Jean-Claude nous dit il adore les petites pommes de terre vapeur avec un petit peu de Roquefort fondu par-dessus. Eh oui, pas mal. Je mettrais même quelques noix dessus. Moi, je trouve que Roquefort, c'est un peu trop astringent. Ah oui. Moi, je préfère quelque chose d'autre. Et vous mettriez quoi, par exemple ? Un autre bleu ou... Oui. Gorgonzola, pour aller sur l'italien, mais bleu d'Écosse, par exemple, ou bleu d'Auvergne, qui est quand même plus rond. Une vache. Ah, d'accord, mais c'est bon à savoir. Voilà. Mais le Roquefort n'est pas péché. Moi, je trouve que l'idée est plutôt bonne. Je mettrais même quelques petites noix par-dessus. On a évidemment d'autres bleus très connus. Le Stilton AOP, je crois que c'est l'un de mes préférés. Mais là, on est sur un lait pasteurisé.
Absolument. On est en Angleterre. On est en Angleterre, on est au centre de l'Angleterre. On va goûter, parce que là, on parle. Bon, Carlo, il parle pas, mais... Je vais faire passer le plateau. Vous faites ça tellement bien. Sophie. Voilà. Je vais goûter le belge, le Grevenbroecker. Voilà pour le Stilton. Donc on est dans le centre de l'Angleterre, les comtés de Derbyshire, Leicestershire et Nottinghamshire. Rien à voir avec le village de Stilton. Non. Ah oui. Non. C'est marrant ça. Le Stilton a reçu son nom Stilton parce que un tenancier, un aubergiste à Stilton aimait tellement le Stilton qu'il a commencé à servir le Stilton à Stilton dans son auberge. Mais il faut savoir que Stilton était est une des villes-étapes les plus importantes du nord de l'Angleterre vers Londres et toutes les diligences s'arrêtaient. Et donc c'est pour ça que c'est devenu tellement connu, le Stilton. Julien, mais si vraiment je veux m'éclater avec un fromage bleu anglais au lait cru, je sais qu'il y a encore la possibilité. Je sais que ce fromage n'est peut-être pas toujours constant en qualité, mais que ça existe. Absolument. C'est lequel ? C'est le Stickleton. Stickleton. Ah. Donc il faut savoir que également en Angleterre, il y a très peu de producteurs de Stilton. Ils ne sont plus que 6 producteurs pour tout le Stilton. Il y en a un, Juice Schneider de la Dairy Colston Bassett, qui produit du Stilton. Mais il a décidé de faire encore un fromage, même fabrication, mais au lait cru. Il ne peut pas l'appeler Stilton parce que l'AOP lui a étant pasteurisé. Et donc, il l'appelle Stickleton. Alors, bleu de Gex AOP, qu'est-ce qu'il en est des bleus belges? Parce qu'on a de très belles productions. Le plus connu, c'est sans doute le Grevenbroecker. On est sur un bleu doux dans la région d'Achel. Oui, de Achel. Ouais. Achel, en néerlandais. Avec la trappiste, évidemment. Voilà. Nous, on a pas mal de bleus en Belgique. Le Grevenbroecker, il a gagné la médaille du champion du monde des fromages, il me semble, il y a quelques années. En 2009, le World Cheese Award. Wow. Ce monsieur-là produit un bleu qui est quand même assez spécial. Je vais expliquer de manière courte. Je vous expliquais donc que les bleus doivent être piqués avec des aiguilles pour que l'air puisse circuler. Eh bien, le producteur du bleu d'Achel ou le Grevenbroecker ne fait pas ça. Donc, ce qu'il va faire, quand il met le caillé dans le moule, il le fait à la louche et il fait ça de manière très très délicate pour créer des micro-fractures dans le caillé. Exactement. Qui va donner en fait des ouvertures naturelles et donc on a le marbre. Mais il est très très doux, le Grevenbroecker. Très fin. À côté d'un Stilton qui est très... pour rester dans le belge, Julien, moi j'ai une petite... J'aime bien les bleus qui déménagent, genre même le Cabrales, mais en Belgique, on a le bleu d'Adèle qui envoie sa race quand même. Ah, ça c'est piquant. Ça ressemble vraiment... Un Cabrales, Ça ressemble au Cabrales. Des auditeurs qui nous envoient des messages pour nous dire que le bleu de Sclayton de la bergerie d'Acrémont en province du Luxembourg est formidable, affiné dans une ancienne ardoisière. Oui, absolument. On a d'ailleurs eu l'occasion de rencontrer Peter de Kock dans Bientôt à table. Un gars absolument formidable garçon. Un sacré tempérament. Mais donc voilà, on a de belles productions de Roquefort en Belgique, donc profitons-en. De bleu, pas de Roquefort. Oui, pardon. Dites, on déguste ça comment, Julien Hazard? Comme ça? Avec les doigts, là. Avec les doigts, avec quel type de vin, avec un bon petite tranche de pain au levain, par exemple. Pain au levain ou pain de seigle, moi j'aime beaucoup. Seigle rouge, ça c'est très très bon. Mais sinon, avec un vin doux, ça c'est ce qui est le plus atypique. Moi, j'aime moins, par exemple, les portos qui sont parfois trop ronds. Il faut quelque chose avec plus subtilité. Il cache un petit peu peut-être le goût du fromage. Voilà. Mais enfin, cela dit, pour un dimanche après-midi, là, Porto blanc avec ça, c'est quand même moi je trouve que c'est quand même bon. Voilà, donc les amis, si vous allez chez votre fromager aujourd'hui ou même en supermarché, parce que c'est vrai que la palette se développe, eh bien, allez jeter vers ces jolis fromages bleus et notamment les fromages bleus belges. Avant de se quitter, on a quand même encore quelques questions, Gary Kirchen, sur la cuisson des viandes, notamment bœuf de Kobe. C'est une cuisson très rapide. 3 minutes plus ou moins. C'est une cuisson très rapide, 1 minute 30 de chaque côté. Sans matière grasse évidemment. Sans matière grasse bien évidemment. Moi je le sale avant la cuisson. Ouais. Ça nous fait une belle croûte vu la règle sur Maillard. Ça se déguste saignant. Ouais. À point, pas plus, sinon c'est une semelle. Et pas bleu, sinon le gras il est pas fondu. Et puis vous découpez ça en toute fine tranche. C'est vraiment petite dégustation. Ça se déguste comme Benjamin disait tout à l'heure, vraiment par portion de 100 grammes. Et puis voilà, c'est extraordinaire, limite sans sauce, juste la pièce de viande.
Réaction, Julien Hazard, de cette dégustation de viande de Kobe? Ah, c'était magnifique. Ça fondait, c'était le petit goût noisette, c'était délicieux. Les amis, n'hésitez pas à vous joindre à nous sur notre page Facebook, La Première Bientôt à Table, parce qu'on aime aussi faire partager votre ressenti aujourd'hui tout à fait partagé entre des auditeurs scandalisés par les méthodes d'élevage de ces animaux, d'autres qui voudraient quand même déguster cette viande dont on a tant parlé pendant des années. Voilà, je vous l'ai dit, l'idée c'est... La semaine prochaine, la truite au bleu. Non, mais c'est important parce qu'on est une mission quelque part, et je mets des grands guillemets, militante. On essaie aussi de travailler au bien-être des animaux. C'est vrai qu'il faut le savoir aussi, ça existe. Mais à côté de ça, il y a un produit absolument exceptionnel, unique. Et puis il y a aussi des savoir-faire et tout un tissu de producteurs, notamment au Japon, Benjamin Lully, absolument passionnés et très très amoureux de leurs animaux. C'est des animaux qu'on respecte malgré tout, même si ça peut choquer que je porte ce jugement-là, mais voilà. Non, il y a un vrai respect. J'insiste vraiment sur ce point. Il y a un vrai respect du produit et encore plus donc dans la préfecture de Hyogo pour le bœuf de Kobe, où pour devenir bœuf de Kobe, il y a un tas de critères qui sont au nombre de 10 pour arriver à la fin à un vrai produit né, élevé, abattu en préfecture de Hyogo. Voilà. Pour être nommé bœuf de Kobe. Alors je voudrais juste en revenir parce qu'on a un auditeur qui nous dit que effectivement c'est un producteur norvégien qui cette année a reçu le World Cheese Award. C'est un bœuf. Un fromage. C'est un fromage bleu. Le vin, c'est mais non, j'ai rien bu. Le Ting Volost. Ah, ben oui, bien sûr. Voilà, basé à Torjul Certainement. Eh bien, on les salue tous ensemble. Comment s'appellent les habitants de cette ville encore? Tout à fait. Je vais marquer les références sur notre page Facebook et sur le site lapremière.be. Voilà les amis à suivre, les infos, la météo et l'émission transversale. Je voulais vous signaler que tout à l'heure, face à l'info, dès 17h jusqu'à 18h, réagira évidemment au décès de Fidel Castro, émission présentée par l'excellentissime Eddy Kakelberg. Ce sera dès 17h. Pourquoi pas un bon fromage de Roquefort pour accompagner cette écoute informative. Voilà, Carlo. Ou du rhum. On se retrouve la semaine prochaine. En direct depuis le Parlement de Bruxellois qui fête ses 45 printemps. Nous parlerons d'agroécologie. On parlera d'une bande dessinée absolument génialissime sur la gastronomie et sur les grands gastronomes de l'histoire. Merci à tous d'être venus. Merci pour cette jolie découverte, les amis. Soyez heureux, gourmands. Soyez branchés sur La Première. On se retrouve très très vite. Ciao, ciao. La Première, podcast.